Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Et bonjour tout le monde, c'est Yann Ajmo qui vous parle. Re-bienvenue sur le Francophone pour notre deuxième podcast sur le COVID, aujourd'hui, mardi, le 17 mars 2020. Tel que discuté lors du premier podcast, on essaye de vous donner de l'information la plus à jour possible et la plus pertinente possible pour votre pratique, autant pour les médecins, les pharmaciens que les inalos et les infirmières. Donc aujourd'hui, deux choses que je voudrais discuter avec vous. Premièrement, un protocole COVID, globalement. Donc, je pense que tous les hôpitaux, toutes les unités de soins intensifs et les urgences doivent en pondre un, finalement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler globalement de notre protocole que nous, on a mis en place, en fait, que notre chef de service, Dr. Roula, a mis en place, un peu inspiré de celui de l'hôpital Notre-Dame. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais on va mettre les notes dans la balado pour que vous puissiez avoir accès au protocole et l'utiliser en partie ou en totalité, selon ce qui peut convenir à votre milieu. Alors, notre protocole, il parle surtout des principes généraux pour commencer. Quoi faire avant l'arrivée des patients aux soins intensifs, comment bien se préparer. Quoi faire lors de l'admission, tant pour les nurses que pour les médecins. Toute l'évaluation initiale qui doit être faite par le nursing et par l'équipe médicale. Le processus d'intubation avec les médicaments. Les processus de transfert également. Tout le matériel qu'on doit mettre dans la chambre, autant pour les inalos que pour les infirmières, et le matériel d'intubation naturellement, et tout prévoir la trousse pour le transfert intra-hospitalier, surtout que pour nous, pour l'instant, au Québec, il y a des centres désignés. Peut-être qu'un jour, on va garder nos patients, mais au début, tous les patients doivent être intubés et transférés. Donc, je vous laisse voir ça en détail dans les notes de la balado. Il y a beaucoup de types de protocoles. On prétend pas que le nôtre est le meilleur, mais il est quand même très général et couvre beaucoup de choses. Alors, bien à vous de prendre tout ce qui peut vous aider à mettre sur pied le vôtre si vous l'avez pas encore déjà fait. Deuxième chose que je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est surtout la physiopathologie et la présentation. Je me suis inspiré de Dr. Martha Blum en Californie qui a assisté à une conférence après une discussion avec Dr. Bellani et Dr. Pelosi et leur expérience en Italie. Alors, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses pertinentes pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de voir tout ce qui s'est fait, tout ce qui en a ressorti finalement de la pandémie en Italie. C'est loin d'être fini, naturellement, mais je pense qu'ils ont déjà un certain recul que nous, on n'a pas du tout. Alors, la maladie a un prodrome qui dure environ 5 à 7 jours avec 100% des patients qui ont de la toux, avec des myalgies et de la température au-delà d'à peu près 85%. Et c'est juste aux alentours du 8e et 9e jour que les problèmes respiratoires intenses commencent. Donc souvent aux alentours du 8e jour, c'est la dyspnée. Et 9e jour, on voit les pneumonites là, s'installer avec les infiltrats bilatéraux qu'on voit pas en début de maladie en général. Naturellement, on s'attend à une sévère hypoxie, tel que c'est prédit. Heureusement, les patients sont quand même faciles à ventiler et peu de patients nécessitent de l'ECMO. Par contre, l'ARDS, qui est développé par le COVID-19, est assez différent de celui à l'influenza. Et donc, la ventilation se fait de façon un peu plus facile, mais quand même, l'hypoxémie, elle est très, très, très sévère et même, elle peut être réfractaire. Alors, les Italiens suggèrent fortement de ne pas aller vers la ventilation non invasive, sauf si vous avez un circuit fermé. Je sais que nous, on l'a pas à notre hôpital, donc il faut un BIPAP qui est en full face, là, d'une certaine manière, et circuit fermé, donc avec 2 tubes corrigués, un peu comme une intubation endotrachéale standard. Il suggère fortement d'intuber les patients lorsqu'on a un ratio PO2 sur FiO2 en bas de 200 ou on a besoin de plus de 60% d'oxygène. Donc, de pas trop attendre, d'être assez agressif sur l'intubation. Naturellement, tout ce qui est Optiflow, donc les canules nasales à haut débit,
essayer d'éviter parce que l'aérosolisation que ça crée, c'est encore pire pour disséminer le virus. Donc, lorsque les patients sont intubés, quand je vous disais tout à l'heure que les Italiens trouvaient que la ventilation se faisait bien, en général, il y avait besoin de pipes modérées, là, de 13 à 18 pour avoir une FiO2 acceptable. Les pressions de plateau dépassaient rarement le 27 et les driving pressure étaient très rarement en haut de 13. Donc, plateau en bas de 27, driving pressure en bas de 13. Il se rendait compte que lorsque les patients étaient un peu plus hypoxémiques, ils répondaient très très bien à la ventilation ventrale, donc au prone ventilation, et il suggérait fortement pour les unités qui sont pas prêts ou qui en ont pas fait beaucoup de développer un protocole de ventilation ventrale, ce qui est en train de se faire, nous, par exemple, dans notre CIUS, même si on en fait assez régulièrement, on l'avait pas protocolisé, puis je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. L'ECMO en tant que tel était pas tellement un problème parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à faire en ECMO, mais quand même, je pense que certains patients, dont les plus jeunes, peuvent en bénéficier si la ventilation et l'hypoxie devient réfractaire. Le problème n'était pas l'ECMO, comme je disais, c'était beaucoup plus la disponibilité des ventilateurs. C'était surtout ça le problème. Il utilisait aussi l'époprosténol, donc les prostacyclines en nébulisation qui pouvaient venir aider là, au niveau de l'hypoxie. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas tout à fait prouvé autant que la ventilation ventrale, mais je pense que dans les cas de sévérité en hypoxémie réfractaire, je pense que on n'a pas grand-chose à perdre d'essayer le Flolan, surtout s'il y a une hypertension pulmonaire associée à la pathologie pulmonaire causée par le COVID. Au niveau hémodynamique, en général, ce qui s'en rend compte, c'est que les patients avaient besoin quand même de beaucoup de sédation, donc il y avait des doses légères à modérées de norépinéphrine. Il suggérait, comme on le sait maintenant, d'éviter l'hypervolémie, d'éviter comme on dit, de juter nos patients, d'aller très tôt avec les vasopresseurs. Mais malheureusement, certains patients développaient des cardiomyopathies fulminantes, là, avec des fractions d'éjection qui tombaient en bas de 10%. Et là, il y avait quelque chose d'un petit peu spécial ou intéressant ou quelque chose à creuser, c'est que les patients en Italie avaient très peu de cardiomyopathie, contrairement aux patients de la Chine et ceux de la côte ouest américaine. Alors, si c'est possible, si on va être capable de le faire, j'en suis pas encore certain. Peut-être on va faire un épisode sur les cardiomyopathies fulminantes là, qui ont décimé les populations en Chine et sur la côte ouest américaine. J'ai vu un papier sortir là, récemment, je l'ai pas lu malheureusement, mais il disait qu'il y avait eu des bonnes réponses aux glucocorticoïdes et aux immunoglobulines dans certains cas, mais bon, ça reste un bémol à ce niveau-là. Dr Pelosi, en fait, globalement, il suggérait d'un 4 à 7 jours de ventilateur avec une bonne sédation, puis ensuite d'essayer le sevrage. Il disait de très faire attention à l'hypoxémie réfractaire et récurrente lors de la tentative de sevrage, puis globalement, les patients étaient intubés en général sur un 10 à 14 jours. Là. Naturellement, je pense que s'il dépassait ça, il devait avoir des patients qui devaient se faire mettre en trachéo, mais naturellement, on est le 17 mars, on n'a pas encore un recul incroyable à ce niveau-là. Quelques trucs controversés, c'est le lavage broncho-alvéolaire. Ce qu'ils se sont rendus compte en Italie, c'est que lorsqu'ils faisaient le swab au niveau nasal, il était négatif, mais lorsqu'ils faisaient des lavages broncho-alvéolaires, souvent après la pathologie ou à la fin, lorsque le patient était beaucoup plus stable pour subir un lavage, le lavage était positif. Donc, même si le premier écouvillon était négatif, le lavage montrait une positivité. Mais de là à faire un lavage à tous les patients, c'est plutôt controversé à ce niveau-là. Pour ce qui est des antiviraux, des corticos, c'est toujours controversé. On va avoir un podcast là-dessus par mes collègues pharmaciens qui s'en vient, qui travaillent là-dessus. Et je sais que Santé Canada aujourd'hui vient d'approuver un des antivirales de base qui a été fortement utilisé en Italie. Donc, je vais les laisser vous expliquer ça mieux que moi. Tantôt, je vous disais que en Italie, plutôt en Chine, pardon, et sur la côte ouest américaine, les cardiomyopathies étaient assez fulminantes. En Italie, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les causes de décès étaient surtout causées par l'arrêt de soins dans un contexte de patients très âgés qui restaient intubés très longtemps et qui avaient un syndrome de dysfonction organique multiple, donc un MOF, là, un Multiple Organ Failure. Alors, c'était plutôt ça la cause de mortalité. Je voudrais rajouter un dernier petit point qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est venu à notre
Finalement, on s'en est rendu compte qu'on n'avait pas pensé au filtre des ventilateurs. Donc, comme vous le savez, lorsque l'air sort du patient et rentre dans la machine à l'expiration, si on n'a pas le bon filtre, on peut contaminer notre machine. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'il nous restait des filtres de l'épisode d'Ebola qu'on s'était préparé au cas lorsqu'il y avait eu la petite épidémie d'Ebola il y a quelques années. Naturellement, on n'en avait pas eu, là. Tout le monde sait qu'en Amérique, on n'avait pas été touché. Mais quand même, ce genre de filtre-là était efficace pour être capable de bien filtrer toutes les particules de COVID. C'est pas les genres de fils qu'on utilise toujours, là, ni dans l'influenza, ni dans d'autres pathologies. Mais à ce niveau-là, essayez de penser, de voir avec vos inhalos si vous avez les filtres adéquats, parce que vous risquez de contaminer vos ventilateurs et là, ensuite de ça, de nuire à un prochain patient potentiel. Alors, c'est ça qu'on sait pour l'instant, c'est ça qu'on voit dans l'expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de case reports qui sont en train de sortir. Naturellement, je peux pas couvrir ça. Je pense que globalement, si vous vous préparez à une hypoxémie réfractaire avec un bon protocole de ventilation ventrale et du Flolan et un bon protocole de ventilation tout court, de type ARDS, là, donc du Lung Protective Ventilation, la ventilation protectrice, je pense que de cette façon-là, vous allez être correct. Vous vous préparez également à une cardiomyopathie sévère et souvent ces patients-là vont apparaître à ce niveau-là un peu plus tard dans la maladie. Vous allez probablement plus être mis au fait de traiter une hypoxémie puis une défaillance respiratoire. Alors, j'espère que ça vous a un peu éclairé. N'hésitez pas à lire là-dessus. On va essayer de vous mettre dans les notes de la balado quelques références par rapport à tout ce que j'ai parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Il y a plusieurs autres podcasts qui s'en viennent. Restez à l'écoute sur le francophone avec nous. N'hésitez pas à partager vos opinions avec nous aussi. Et le groupe de discussion est en train de se former. Ça s'en vient bientôt. Au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.